Nous avons évoqué ce matin des politiques en tuyaux d'orgue, des fonctionnements en silo. Nous allons reprendre ces images et pour analyser plus finement les choses, nous allons ajouter d'autres images. Est-ce le handicap qui crée la situation de danger ou est-ce l'absence de réponse et d'accompagnement? La métaphore, l'image de l'œuf et de la poule pose exactement la question de ce qui est premier, de ce qui engendre le problème et vient créer ou activer la double vulnérabilité que nous avons déjà évoquée à plusieurs reprises. Quelles sont donc les logiques à l'œuvre et quels sont donc les effets de ces logiques, souvent administratives ou financières, on l'a bien compris, logiques qui se donnent à voir évidemment comme étant par essence au service de l'enfant, au service de l'intérêt de l'enfant. Alors, pour ouvrir cet après-midi et reprendre cette image du paradoxe de l'œuf et de la poule, merci au docteur Antoine DeVos, pédopsychiatre, médecin directeur du service de psychiatrie au centre hospitalier de Aunay-Bayeux, dans le Calvados. Merci de nous rejoindre et d'avoir accepté de nous rejoindre dans des conditions un peu particulières, parce qu'il a accepté presque au dernier moment de remplacer les intervenants qui étaient prévus, qui nous ont fait faux bond. Bref, il a eu si peu de temps pour préparer son intervention que forcément, pour une grande part, il sera obligé de l'improviser. Merci. Bien, merci à tous, merci à vous de m'accueillir à cette tribune pour échanger avec vous sur ces questions qui sont évidemment pas simples, surtout en postprandial. Donc j'espère ne pas vous endormir, évidemment, par des formulations complexes et difficiles à comprendre. Donc j'espère être le plus simple possible, vous me direz à la fin si j'ai été compréhensible. Alors c'est pour ça que j'ai marqué comme titre « Analyse anthropologique clinique des droits et des besoins de l'enfant ». Je trouvais que ça claquait. Je me suis dit avec ça, ils vont être saisis, ils vont se dire « Waouh, on a enfin un expert à la tribune qui va être intelligent et qui va nous dire des choses vraiment brillantes ». D'autant plus que j'ai eu très peu de temps pour préparer cette intervention. Merci à vous. Bon voilà, ça c'est l'introduction. Bon, alors, à la question puisqu'on parle quand même de la question souvent de défendre, de promouvoir l'intérêt des enfants, l'intérêt des enfants, bon, personne ne trouve à redire sur cette question qu'il est nécessaire de promouvoir les intérêts des enfants. Maintenant, comment on fait en pratique pour réussir à défendre les intérêts des enfants? Là, c'est là que le bas blesse. On va essayer d'y répondre ensemble. Alors, je vais faire une petite introduction sur la question du télescope. Alors, le télescope, son invention est liée au début du XVIIe siècle, en 1609, peut-être pas. Ça, j'ai pas appris ça. Enfin, ça doit être dans ces eaux-là. Peut-être, Jean-Pierre, tu me diras tout à l'heure. Bon, qu'importe. Hein, la date, en fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'invention du télescope. Et qui caractérise, on pourrait dire, c'est l'outil, la technique qui caractérise l'invention du monde moderne. Parce qu'avec le télescope, Galilée va observer que c'est quoi déjà? On ne tourne pas autour du... le Soleil ne tourne pas autour de nous, c'est nous qui tournons autour du Soleil. Donc cette révolution dans la façon d'appréhender le monde, et donc la position que l'on a vis-à-vis du monde, est considérable dans la civilisation occidentale et aujourd'hui les progrès aussi scientifiques qui ont été
qui ont été liées à cette découverte. Alors pourquoi je parle du télescope ? Parce que le télescope nous permet de voir très loin et très précisément, mais en excluant tout un champ qui est celui qui est le champ périphérique. C'est-à-dire, si vous regardez dans le télescope, vous excluez tout le champ périphérique. Il y a toute une vision que vous n'avez plus. Si on peut s'arrêter 2 secondes sur la question de la vision, on peut distinguer la vision centrale de la vision périphérique. Donc la vision centrale, c'est regarder, et la vision périphérique, c'est le voir. Lorsque vous regardez le ciel au-dessus de vous, toutes les étoiles que l'on voit qui sont au-dessus de nous là, eh bien en fait on embrasse le ciel de notre vue et on peut regarder plus précisément une étoile, mais dans un contexte qui est très large. Et c'est l'articulation du voir et du regarder, de la fonction centrale et de la fonction périphérique, qui nous permet d'approcher une réalité extrêmement complexe qui toujours nous échappe d'une certaine manière. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'à partir de cette naissance du télescope, on a eu, et la naissance du monde moderne, une spécialisation dans la façon de regarder les objets de science. En médecine, comme dans le champ médico-social et le champ du handicap, le champ de la protection de l'enfance, eh bien on se retrouve avec les mêmes problèmes de tuyaux d'orgue. Vous connaissez ça très bien, c'est-à-dire qu'un problème est toujours lié au spécialiste qui regarde uniquement le problème et qui oublie tout ce qu'il y a autour de ce problème. Si je commence à regarder par exemple votre coude, parce que je suis un spécialiste du coude, j'oublie toute la chair, les viscères, les émotions qui entourent ce coude. Ça va ? Parce que je suis un spécialiste. Et comme je suis un spécialiste, je ne vois pas le reste. Voilà. Donc je suis très fort dans mon domaine, mais j'oublie complètement le contexte. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où on est très fort dans des domaines, mais on a oublié le contexte, la situation dans laquelle on se trouve. Donc c'est ça qui fait qu'on a, quand c'est pas cardiologique, c'est donc pneumologique, et quand c'est pas pneumologique, c'est donc neurologique, ce qui fait qu'à un moment donné, quand on est dans une situation un peu particulière, qu'on a un certain âge, qu'on a beaucoup de pathologies associées, on finit ou en psychiatrie ou en gériatrie. À choisir, vous voyez. Si vous arrivez à placer un mot pour dire « moi je voudrais aller en psychiatrie », on vous accueillera. S'il y a encore de la place. Alors tout ça, ça nous amène à quoi ? Ça nous amène à situer enfin on va y revenir juste après, mais ça nous amène à vraiment à entrer dans une logique de causalité linéaire. C'est-à-dire en fait, ça répond à un certain déterminisme causal, c'est-à-dire A cause B. Et cette causalité linéaire, elle a le mérite de nous permettre de penser à un certain nombre de situations, mais elle a l'inconvénient de nous empêcher de penser les choses beaucoup plus complexes qui ont trait à une réalité plurifactorielle notamment. Où là, on ne peut pas être dans cette logique de causalité linéaire, on est dans une logique de causalité finale, donc pas efficiente, c'est-à-dire... Alors, je vais reprendre Aristote, pardon, excusez-moi. Donc Aristote, il a distingué plusieurs registres de causalité. Il y a la causalité efficiente, c'est-à-dire A cause B, et puis la causalité finale, c'est ce vers quoi l'on tend. Quel est le sens de nos actions ? Dans le champ qui nous concerne, dans le champ qui vous concerne tous, et me concerne également, on est dans un registre beaucoup plus de causalité finale, c'est-à-dire quel est le sens de notre action et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble pour que, effectivement, les actions que l'on réalise prennent sens, et non pas être dans une causalité, je dirais, donc efficiente, linéaire, où là on est beaucoup plus dans un cadre où on va rechercher le coupable, mais aussi, en même temps qu'on recherche le coupable, on recherche l'origine du problème, l'origine du mal, vous voyez. Et on se retrouve avec un problème d'œuf ou la poule. C'est-à-dire, c'est parce qu'on cherche le coupable qu'on se dit, mais à qui appartient le problème ? Ça va ? Vous n'êtes pas perdu ? Super, merci à vous. Alors je continue sur la question des droits et des besoins.
Ma collègue qui va intervenir tout à l'heure va approfondir cette question. C'est bien ça? Voilà. Je dis 2 mots sur la question des droits et des besoins. L'avantage de la question des besoins, c'est que ça nous permet de nous mettre d'accord. C'est-à-dire, quels que soient les rôles que l'on occupe vis-à-vis de l'enfant, les statuts que l'on a, on peut essayer de penser ensemble quels sont les besoins des enfants et comment on y pourvoit. L'inconvénient du terme de besoin, c'est que l'on situe l'enfant comme un objet et non pas comme un sujet. C'est-à-dire, en fait, on pourvoit aux besoins et l'enfant doit... ce sont des besoins qui sont à satisfaire. L'enfant n'a rien à dire. Et s'il a besoin d'être nourri, il faut le nourrir. On ne va pas commencer à lui poser la question. Si on commence à lui poser la question, c'est parce qu'on considère aussi que c'est un sujet de droit et qu'il a le droit de dire ce qu'il en pense de ce qui se passe pour lui. Et donc, il est nécessaire d'articuler à la question des besoins la question des droits. Une autre façon d'approcher cette distinction, c'est de dire qu'il y a des droits, parfois on l'envisage que du côté des droits. On peut envisager 2 types de droits, les droits créances et les droits liberté. Les droits créances, c'est les droits A. C'est le droit à être nourri, le droit à être porté, le droit à être consolé. Et puis, les droits liberté, ce sont les droits où le droit à être protégé, le droit à être en sécurité dans une famille, le droit à avoir un logement, voilà. Le droit à l'éducation, vous voyez, c'est les grands droits qu'on pourrait appeler les droits créances. Et puis les droits liberté, ce sont les droits le droit de protester, le droit de se révolter, le droit d'explorer, de partir à la recherche. Voilà. Et donc c'est intéressant d'articuler toujours les droits A que l'on peut associer aux besoins et les droits 2 qui sont des droits de l'enfant en tant que sujet, d'articuler l'objet et le sujet. Alors j'en viens maintenant à la question qui nous préoccupe, enfin, toujours pour approfondir un peu le sujet, j'ai appelé ça la chasse aux sorcières, et le problème de la logique de victime, sauveur, bourreau. Je réponds de mon point de vue de pédopsychiatre, c'est-à-dire pris dans les difficultés, puisque en fait on se retrouve toujours dans des situations où en effet les enfants que l'on suit sont, pas toujours, mais quand même assez souvent, sont suivis par les services de la protection de l'enfance, sont suivis par les services, par des ITEP ou des IME ou des CESAD, et donc sont en plus en grande souffrance psychique, ce qui fait qu'on en rajoute la question protection de l'enfance, handicap, et puis la question de la psychiatrie. Ce qui fait qu'assez rapidement, on peut se retrouver à se courir après. Donc, qui va répondre de quoi? That is the question. Alors, pour essayer de se décaler un tant soit peu par rapport aux difficultés dans lesquelles on peut être sur le terrain, peut-être qu'on pourrait situer un problème que nous rencontrons tous lorsque nous sommes en difficulté. Et même, je dirais, même si on n'est pas en difficulté, c'est un problème qu'on rencontre du fait même qu'on appartienne à un groupe. C'est-à-dire, dès lors qu'on se constitue en groupe, eh bien, va apparaître une espèce d'organisation de base du groupe, qui est, pour le dire simplement, la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est-à-dire, on va organiser parce qu'on est des êtres, des animaux aussi, donc il ne faut pas qu'on l'oublie. Comment on s'organise au départ? On s'organise en fonction de la loi du plus fort. Et très rapidement, on va voir apparaître une logique triadique de victime, sauveur, bourreau. C'est intéressant de l'avoir en tête parce que elle n'est pas le fruit d'une incompétence, elle est une hypothèse de base, au sens où Bion, qui est un psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur les hypothèses de base en des petits groupes, situe, en fait, si vous voulez, les moteurs inconscients de tout phénomène de groupe. Qu'est-ce qui fait qu'en groupe, on se sent solidaire, on se sent soudé? Eh bien, en fait, chacun va nourrir une hypothèse de base inconsciente qui va nous permettre de se tenir chaud. Vous avez chaud, là?
C'est-à-dire d'avoir l'impression qu'on fait groupe ensemble, qu'on fait famille, qu'on fait société. Et une des façons de faire groupe ensemble, c'est de désigner un ennemi. Ça, c'est le truc, c'est le b.a.-ba. Tout le monde vit ça. Alors, quand on désigne un ennemi, on est content. Parce qu'enfin, on a un ennemi commun, et grâce à cet ennemi commun, on peut être ensemble. Il n'y a pas une seule institution, un seul groupe humain, de la famille aux nations, qui puisse être exempté de cette organisation. Faire corps et faire groupe est une nécessité pour tout groupe humain. Mais cette logique n'a pas de fin, parce que sitôt le bourreau éliminé, cet ennemi, un autre se présente. Donc d'abord, on se constitue en tant que victime, en désignant un ennemi qui est notre bourreau, et on se rend compte que même si on fait appel à un sauveur qui va nous sauver de cette situation, eh bien, le bourreau, sitôt qu'il est, je disais, éliminé, exclu, éloigné, un autre vient prendre sa place. Et l'inconvénient de ce modèle, c'est que ça nous empêche de nous mettre au travail, c'est-à-dire que ça entrave la possibilité pour chacun d'émerger en tant qu'être singulier au sein d'un collectif. C'est-à-dire qu'un collectif, on pourrait dire à sa raison d'être, ou tout groupe, doit supporter l'émergence de singularités qui, en retour, nourrissent le collectif. C'est bien cette articulation du singulier et du collectif qui permet qu'effectivement nous soyons au travail ensemble. C'est ce qui permet d'être créatif, notamment. Mais si en fait on ne fait pas ce travail, si on n'arrive pas à se sortir de nos hypothèses de base inconscientes, de cette espèce de chaleur que l'on chérit de nos voeux, c'est bien normal, eh bien on est en difficulté pour penser les situations complexes dont on a la responsabilité. Donc le premier boulot, c'est peut-être celui-là, c'est de situer la logique triadique victime, sauveur, bourreau, et ensuite d'essayer de se dégager, de s'en dégager, en mettant au travail le groupe de façon à ce que chacun puisse prendre effectivement la parole, par exemple. On se retrouve bien sûr dans des situations, lorsqu'on est en situation d'impasse, impasse thérapeutique, impasse, dans toutes les situations d'impasse, c'est souvent parce qu'il n'y a plus qu'une seule vision qui prédomine. On a oublié d'écouter celui qui se taisait tout le temps. Il y en a peut-être un qui prend trop la parole, ou il y a des gens qu'on n'a pas entendus. Et ça pose un vrai problème institutionnel que tout le monde connaît. On a besoin que chacun puisse participer pour nous permettre de nous sortir des situations d'impasse. Alors, une des choses un petit peu qu'on pourrait commencer par présenter, finalement, c'est essayer de se sortir de cette situation pour proposer un autre modèle que la logique triadique victime-sauveur-bourreau et situer peut-être que nous devons répondre ensemble aux besoins et aux droits des enfants, c'est-à-dire qu'on doit pourvoir aux besoins et garantir les droits des enfants, et se mettre à réfléchir autour de la table, qui que l'on soit, parents, professionnels du handicap, professionnels de la protection de l'enfance, professionnels de la psychiatrie, sur les conditions nécessaires pour nous permettre de répondre effectivement aux besoins et aux droits des enfants. Et là, je crois que c'est une espèce de... C'est une proposition, c'est une façon de changer de paradigme, de réussir à sortir de la logique triadique victime-sauveur-bourreau pour se mettre en réflexion autour de quelles sont les conditions sur lesquelles nous devons travailler pour pourvoir les besoins et garantir les droits fondamentaux des enfants dont on a la responsabilité. J'en suis où? Voilà. Donc je marquais, oui, le problème de la chasse aux sorcières, enfin tout le monde connaît ça. Ça commence par... donc ça, on va dire, on a un petit peu parlé, mais je vais y revenir. C'est très en lien aussi avec la question de, j'ai écrit ça comme ça, se sortir de la binarité. Pourquoi j'ai parlé de ça? C'est parce que quand on commence à parler d'un enfant ou d'un adolescent, c'est très difficile, je ne sais pas si peut-être vous avez tout à fait une autre expérience, mais à ce moment-là, je serais ravi de l'entendre. C'est très difficile de se sortir de « il va bien »,« il va mal »,« il fait des progrès »,« il régresse ».
il a développé des compétences ou là-dessus il est incompétent. Alors dans le modèle scolaire, on pourrait désigner le modèle scolaire. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la scolarité. On pourrait désigner l'éducation nationale. Il y a des gens de l'éducation nationale ici? Non, comme notre ennemi commun, par exemple. Mais bon, moi j'ai déjà assez chaud comme ça, alors je vais arrêter comme ça. Alors, voilà, en termes par exemple de progrès, de lacunes, voilà, pour reprendre là, le verbiage, chacun a son langage. Donc c'est extrêmement difficile de se sortir de ces visions un peu binaires quand on pense à un enfant, quand on fait une synthèse à propos d'un enfant, quand on est tous autour de la table et qu'on essaye de se remuer les méninges pour se sortir des impasses dans lesquelles on peut se trouver. Alors bien souvent, les enfants, je parle de l'éducation nationale, donc ça c'est bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Le problème, c'est quand les enfants nous mettent en difficulté, ils peuvent devenir eux-mêmes les bourreaux, les ennemis. C'est-à-dire qu'on peut être un enfant qui ne progresse pas, qui renvoie un sentiment d'incompétence, qui génère une forme de disqualification, puisque après tout, on est là pour l'aider, on est là pour l'accompagner, et s'il ne répond pas à notre désir, si on n'arrive effectivement pas à le soigner, à le faire grandir, ça génère chez nous un profond sentiment d'impuissance et d'incompétence, et on peut, par retour de bâton, se venger, ou en tout cas désigner que cet enfant-là commence vraiment à nous casser les pieds. Je reste poli. En tout cas, il peut vraiment être celui qui nous empêche de travailler, celui qui nous empêche de penser et qui nous met dans une grande situation d'inconfort professionnel. Il peut devenir, et ça c'est intéressant de le repérer, le bourreau de l'équipe, le bourreau, celui qui vient terroriser, abîmer les liens et du coup les professionnels. Je me permets juste de vous signaler qu'il ne reste que 10 minutes. Combien ? 10 minutes. Mais j'en suis qu'à l'introduction. C'est un peu ce que je redoutais. Mais ça, c'est pas de ma faute. Hein. Oui, mais... Ça fait rien, je ferai le bourreau si nécessaire. Ouais, j'ai bien compris. Bon, très bien, je serai donc la victime. Y a-t-il un sauveur, Jean-Pierre ? Il en est capable. Non, bah, je vais accélérer. Ah là là. Alors, c'est vrai qu'en fait, je n'avais pas suivi à quel point ça pouvait être beaucoup plus long que prévu. En même temps, c'est un sujet tellement énorme. Alors, toute la question, en fait, c'est réussir... J'en suis où ? Voilà. L'art de la question. C'est-à-dire toute la question... J'allais dire toute la question. Toute la question, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions. Parce que si on se pose la question, par exemple, est-ce que l'enfant progresse ou est-ce que l'enfant régresse, on se retrouve très vite en difficulté. Alors, mon souhait, c'était d'arriver à vous présenter, je ne vais pas avoir le temps, mais je vais quand même le faire très rapidement, vous présenter en fait une série de questions qui nous permettraient d'avoir un langage commun, quels que soient les rôles que l'on adopte, que l'on a vis-à-vis des enfants. C'est aussi une façon de pouvoir, situer qu'on ne peut pas rester dans une vision spécialiste aujourd'hui, que une des perspectives qui, à mon avis, est fondamentale dans notre travail au quotidien, c'est d'arriver à tenir compte du contexte et donc de tout ce qu'il y a autour de l'enfant, ou autour de nous, pour réussir à faire en sorte que nous ne sommes jamais seuls à voir par le petit bout de notre lorgnette. Alors souvent ça c'est facile à dire, mais c'est difficile à mettre en pratique, parce que ce qui est difficile, c'est d'avoir un langage commun, ou un langage qui n'est donc plus un langage de spécialiste.
ça demande de partager le pouvoir d'une certaine manière. Ne plus avoir un langage de spécialiste, c'est accepter que l'on puisse finalement, en tant que pédopsychiatre, je dirais, en tant que professionnel du champ du handicap, de la protection de l'enfance, ne plus être spécialiste de sa question, et que peut-être que le collègue a une autre façon de penser, et qu'à partir de là, je vais pouvoir m'en enrichir pour travailler sur les conditions qui vont nous permettre de pourvoir aux besoins et de garantir les droits. Alors, pour vous donner un exemple, pour vous allez mettre, vous allécher. Je sais pas si c'est correct. Il y a plusieurs, on peut s'entendre autour de plusieurs enjeux existentiels. En fait, il n'y a pas 36 enjeux existentiels, il n'y a pas 36 questions existentielles, il y en a 4. Ça paraît simple comme ça. C'est-à-dire que j'ai situé un peu comme ça. Quels sont les enjeux existentiels pour que les enfants puissent se développer et grandir à peu près correctement, et qui sont aussi vrais pour nous? Le premier enjeu, c'est comment faire pour bien se porter et circuler, je dirais, librement de façon autonome. Le deuxième enjeu, c'est comment faire confiance. Parce que sans la possibilité de faire confiance, je ne peux pas engager une relation. La confiance, vous savez, c'est extrêmement difficile, faire confiance à l'autre. Le troisième enjeu, c'est comment s'affranchir et se respecter et respecter l'autre. C'est la question de la liberté. Et puis le quatrième enjeu existentiel fondamental, c'est comment être et devenir soi-même. C'est répondre de façon évidemment temporaire à la question du qui suis-je à travers la mise en récit de sa propre expérience. Alors, vous voyez, par exemple, on s'arrête juste 2 secondes là-dessus, sur la question, l'enjeu existentiel qui consiste à comment bien se porter, comment arriver à circuler librement. C'est toute la question du tout petit, mais qui va se manifester auprès des enfants qui présentent des gros troubles de l'attachement. Ça, on peut penser que les enfants, ces enfants-là vivent tous ou éprouvent tous des angoisses d'abandon, qu'on peut aussi caractériser comme des angoisses de chute sans fin. Quelles sont les questions que l'on peut se poser pour essayer de penser cette clinique ensemble? L'enfant a-t-il tendance, par exemple, à s'accrocher, à rester agrippé, à coller à l'autre? J'espère que ça va vous parler. L'enfant a-t-il tendance à rester collé? Je disais, est-ce qu'il a tendance à s'accrocher? Et là, je distingue une autre question, c'est est-ce qu'il reste collé une fois qu'il s'est collé? Est-ce qu'il ne vous quitte plus? Voilà. Une troisième question, est-ce qu'il a tendance à, au contraire, explorer, déambuler sans cesse, rester comme ça sans attache aucune, toujours en mouvement? Ou est-ce qu'il a tendance à ne pas à lâcher, à ne pas s'accrocher, c'est-à-dire à même pas être capable de pouvoir prendre un point d'appui? On pourrait caractériser une espèce d'intensité, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, par exemple. C'est-à-dire essayer de répondre à chaque question, quand on regarde un enfant. Est-ce qu'il a tendance à s'accrocher un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout? De cette façon, on pourrait réussir à se poser ensemble, essayer de répondre ensemble à une question qui ne vient pas contredire toutes les autres, mais qui amène à une représentation qui permet de développer une représentation commune sur laquelle il va être intéressant de répondre. Alors, sur le plan des réponses, donc je passe les questions. Vous voyez, faire confiance, il y a 4 autres questions. Ça ne marche plus le truc. Alors, il y a 2 types de réponses ensuite. C'est les réponses individuelles et les réponses institutionnelles. Alors, sur la question des droits et des besoins, ma collègue va en parler tout à l'heure, je ne vais pas tellement insister, mais en fait, sur la réponse individuelle, on peut se dire, bon, si on a repéré à une certaine problématique, comme la question d'être en difficulté pour bien se porter. Ah, mais je n'avais pas vu qu'il y avait un écran devant. Comment faire pour bien se porter? Eh bien, il faut pourvoir aux besoins d'être porté et au droit d'être lâché. Il faut pouvoir tenir les deux. Et ça, c'est ce que vous faites, ce que font tous les parents, ce que font tous les éducateurs. C'est-à-dire, comment je fais pour à la fois assurer le portage, même physique, et ensuite psychique de l'enfant, lui assurer cette sécurité affective, cette base, et en même temps, comment je l'autorise
Comment je lui garantis le droit de partir à la recherche, d'explorer. Vas-y, tu peux y aller. Et si jamais il y a un danger, tu pourras revenir. Je serai toujours là pour te sécuriser. Donc on articule à chaque fois le besoin de portage et le droit d'exploration, le droit d'être lâché. Vous voyez, on retrouve cette question de l'objet et du sujet, du droit A et du droit 2. Donc, les réponses individuelles, c'est pourvoir aux besoins et garantir les droits. Et puis les réponses institutionnelles, donc là j'avais écrit les réponses individuelles. Sur les réponses institutionnelles, ça va, il me reste 2 minutes, 3 minutes 2 minutes, très bien. Sur les réponses institutionnelles, j'ai un peu situé 4 axes qui sont en lien avec les 4 enjeux existentiels que je vous ai présentés très rapidement. Dans les réponses institutionnelles, on a le premier axe, pour bien se porter, il faut pouvoir travailler sur la continuité. Travailler sur la continuité, ça permet effectivement de parer aux angoisses d'abandon qui se manifestent toujours dans les moments de transition. Donc je me dis que si on arrive tous ensemble à penser quels sont les moments de transition pour ces enfants, alors là par exemple le moment de transition entre la famille d'accueil, l'IME, le service de soins, voilà. Et au sein même de chaque structure, comment on accompagne les enfants à pouvoir passer d'un endroit à l'autre, qui les soutient, comment on fait pour les soutenir, eh bien on peut répondre à cette question et à cet enjeu, ou en tout cas on peut accompagner cet enfant à mieux se porter dans sa vie. Donc la continuité me paraît être un axe de travail indispensable sur lequel nous pouvons tous travailler, y compris avec les parents, avec les professionnels de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'en fait là, ce n'est pas un axe de travail spécifique, ce n'est pas une spécialité d'un pédopsychiatre farfelu, c'est vraiment, on est sur quelque chose qui peut être partagé. En tout cas, c'est mon avis. Le deuxième axe de travail, c'est la question de la médiation. Pourquoi je travaille sur la question de la médiation? Pour faire confiance, comment on fait pour faire confiance? Il faut pouvoir avoir des objets qui circulent entre nous pour nous permettre d'échanger. Et c'est parce qu'on va pouvoir échanger qu'on va pouvoir se faire confiance. Mais pour ça, il faut ne pas courir un risque qui est inhérent au fait de se faire confiance, qui est le risque d'être trahi ou le risque d'être persécuté par l'autre. Le risque d'intrusion, l'angoisse d'intrusion. Alors vous savez que ce qui est très, à mon avis, important dans la relation avec l'enfant, souvent les enfants dont on s'occupe peuvent se sentir très vite persécutés parce qu'ils sont extrêmement fragiles sur le plan de leur construction, surtout quand ils ont des prises en charge multiples. Eh bien, ils se sentent très vite envahis et ils peuvent réagir soit par la fuite, soit par l'attaque. Et il y a quelque chose que j'avais envie de transmettre, c'est-à-dire qu'en fait, nous, en tant qu'adultes, on n'a pas à s'occuper des enfants. On a à s'occuper du cadre qui permet, qui lui, s'occupe de l'enfant. Ça fait en fait le cadre, si vous voulez, c'est les adultes s'occupent de l'hôpital ou s'occupent de l'école, s'occupent de l'IME, s'occupent du cadre en général, et l'école s'occupe de l'enfant. C'est l'hôpital qui s'occupe de l'enfant. Vous voyez, ça crée un tiers. C'est-à-dire, moi, je me concentre sur comment est-ce que fonctionne le cadre qui est, sur lequel va pouvoir s'appuyer l'enfant pour entrer en relation avec l'autre. Et de cette façon, il triangule sa relation à l'autre. Le troisième axe, c'est la question de la participation. La participation, c'est comment faire pour effectivement, et ça c'est l'article 12-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que les enfants doivent participer aux décisions qui les concernent. Comment on fait dans la réalité concrète et quotidienne pour qu'effectivement les enfants puissent participer, c'est-à-dire faire des propositions, décider et apprendre à composer avec les autres? Quelles sont les institutions que l'on arrive à mettre en place? Quelles sont les réunions qu'on arrive à mettre en place pour qu'effectivement les enfants puissent participer en étant, bien entendu, en prenant pas les enfants au pied de la lettre. C'est-à-dire que les enfants, ils peuvent participer, mais ils ne sont pas responsables de leurs paroles au même titre que les adultes. Et enfin, le dernier axe, c'est la question de la narrativité ou de la mise en récit, qui permet d'articuler son histoire personnelle avec l'histoire du groupe, l'histoire familiale, l'histoire sociale du pays dans lequel il se trouve.
Et vraiment, cette articulation-là, elle est fondamentale pour nous permettre, et pour permettre à chacun d'être et de devenir soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le geste que je fais qui les fait rire. Ah, d'accord. Attention. Non, mais j'ai un mot pour conclure. Voilà. Un petit. Pour conclure, c'est en tant qu'adultes que nous sommes d'abord convoqués par les enfants. Et c'est à ce titre et à cette responsabilité partagée de la communauté des adultes que nous devons répondre à leurs droits et à leurs besoins. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je suis content de passer la parole à Jean-Pierre Maillet, que forcément vous connaissez comme étant membre du conseil d'administration, etc. Une question, Jean-Pierre? Ou une remarque? Une remarque-question, puisque Antoine m'a demandé éventuellement de jouer le sauveur. Il me semble, effectivement, dans les situations complexes, qu'on doit éviter à tout craint le morcellement des prises en charge, le morcellement des enfants. Et dans les enjeux des prises en charge plurielles qui sont aux confins de la protection de l'enfance, de la psychiatrie, du handicap, il y a un vrai enjeu autour de ça. Et à mon sens, tu évoquais tout à l'heure, il faut avoir un langage commun, mais je pense qu'il faut surtout, à mon sens, avoir un objet commun, c'est l'accompagnement de l'enfant. Et tout ça, ça vient interroger les statuts, les places, les fonctions qui sont parfois compliquées dans l'accompagnement des enfants et toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant. Et je sais que ça, c'est un sujet auquel tu es assez sensible. C'est pour ça que je me permets d'aborder ce sujet-là. De m'interpeller à ce sujet. Merci Jean-Pierre. Et avant qu'il ne réponde, pardon, vous vous souvenez que 07 77 26 96 49, ça vous permet d'envoyer des SMS et des questions. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Oui, je reviens juste un peu sur cette question langage commun, objet commun, la première partie de ta question. Avoir un langage commun, c'est, à mon avis, essayer d'avoir un langage, j'allais dire, au ras des pâquerettes, quoi. C'est-à-dire... c'est-à-dire, en fait, réussir à parler à partir de ce que l'on vit. Et pas à partir de la situation telle qu'elle devrait être, ou telle qu'on pourrait aimer, telle qu'on aimerait qu'elle soit. Et je dirais là peut-être, donc ça va rejoindre aussi la seconde partie de ta question, sur la question des statuts. On est parfois coincé dans les rôles que l'on a. On a une difficulté pour pouvoir interpréter, je dirais, le costume que l'on doit endosser lorsqu'on travaille dans un service. Le costume, c'est le rôle. Lorsqu'on est, par exemple, je prends l'exemple du pédopsychiatre, un pédopsychiatre qui travaille dans un hôpital de jour, il a un certain rôle que cette institution-là lui donne. En fait, quand il arrive, on lui donne ce rôle, il porte ce costume, et ça sera à lui d'interpréter, de s'approprier ce costume pour en faire une interprétation personnelle. S'il va dans une autre institution, il sera toujours pédopsychiatre, mais il ne va pas du tout faire le même métier. Il peut travailler dans un IME, par exemple, et pas du tout être appelé dans les mêmes responsabilités, avoir le même rôle. Il a un autre costume à porter. Par contre, ce qui va nous permettre finalement d'incarner au mieux notre posture, je dirais, professionnelle, c'est de pouvoir exercer les fonctions que l'on désire exercer et d'arriver à déjouer les effets de casquette qui sont toujours liés à des effets de pouvoir. C'est-à-dire, j'essaie d'être... C'est-à-dire, parfois, on est tellement mis en difficulté par les enfants qu'on accompagne qu'on essaie d'avoir le dessus sur la situation.
Et au lieu de parler de la difficulté du vécu, ou même à partir de ce par quoi on est traversé, et qui fait commun, généralement, eh bien on va chercher tout de suite des solutions ou des expertises, c'est-à-dire des sauveurs. On connaît bien le problème ensemble, c'est-à-dire un enfant qui ne va pas bien, à un moment donné, il va être adressé à un service qui sera soi-disant compétent, donc c'est plus mon problème, c'est le vôtre, puisque moi je ne suis pas spécialiste. Et si éventuellement il arrive jusqu'en pédopsychiatrie, il peut même être jusqu'à être hospitalisé en pédopsychiatrie. Et au sein même du service de pédopsychiatrie, va se rejouer cette logique-là. Et au lieu de parler de la difficulté que l'on a à vivre avec cet enfant, essayer d'élaborer, de penser ce qui peut se passer avec lui, quelles sont les conditions qui vont lui permettre d'aller mieux, eh bien on va essayer de penser qu'est-ce qui va nous sortir de cette situation impossible. Alors, quel est le sauveur ? Et alors là, on peut aller jusqu'à penser que le traitement médicamenteux va enfin nous aider à se sortir de cette situation. Et on se retrouve avec des enfants qui sont hyper médiqués. Je ne sais pas si... C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, on est tellement en difficulté, il n'y a plus rien, voilà, il n'a plus de famille d'accueil, il n'y a plus de logement, etc. Et que, bon... Il se retrouve à l'hôpital, et à l'hôpital, tout le monde est en difficulté, donc on lui finit par lui mettre 50 gouttes de tertian 3 fois par jour, et après l'affaire est réglée. On sait bien qu'en fait, ça ne change rien au problème. Je me suis peut-être éloigné du sujet. Mais il est possible que Pavot nous y ramène au sujet. Non ? Pas déjà. Bon. Non. Donc je pense que, voilà, c'est pour redire un peu qu'il y a probablement un effort à pouvoir resituer les choses à partir de ce que l'on vit, en essayant de travailler sur les conditions nécessaires. Voilà. Moi je pense que ça c'est un peu ce que je souhaitais transmettre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui ? On vous apporte le micro. Des SMS aussi, peut-être, on ne les voit pas pour l'instant. Mais allez, je vous en prie. Docteur, vous êtes d'accord avec nous pour savoir que la parole est un acte social qui reflète la légitimité ou l'illégitimité du locuteur. En d'autres termes, que voulez-vous que je dise après votre analyse, vous, médecin psychiatre, et moi, pauvre éducateur, par rapport à une situation ? Qu'est-ce que je vais répondre à ça, moi ? Moi qui suis sur la scène en train de vous parler avec 2 micros devant moi, voilà. Et qui est appelé à cette tribune parce que je suis psychiatre. C'est aussi. Franchement, j'étais, par exemple, je donne un exemple. Hier, j'étais à une réunion dans un collège pour travailler sur les relations avec les parents, entre les enseignants et ce collège. Et puis vient la question de l'adolescence. Donc ils me disent, mais nous on aimerait bien que vous puissiez nous parler un peu de l'adolescence parce que c'est quand même un sujet sur lequel on n'a pas été tellement formés, les adolescents, qu'est-ce que c'est, voilà. Alors je lui dis, mais vous travaillez c'est quoi votre travail ? Donc, moi je suis enseignante, je travaille de la 6e à la terminale dans différents... voilà. Je dis, vous faites ce travail-là depuis combien de temps ? Depuis 15 ans. Je dis, mais en fait, vous travaillez en permanence avec des adolescents. Vous voyez beaucoup plus d'adolescents que je n'en vois. Comment on fait pour qu'à un moment donné, on puisse réussir à penser que l'on ne sait pas ce qu'on sait déjà ? Donc il y a aussi, à mon avis, quelque chose sur lequel il faut pouvoir se resituer, c'est-à-dire se réapproprier la question du savoir, et que le savoir, il n'est pas du côté du maître, il est du côté du sujet, il est du côté... C'est un peu aussi l'invention de la psychanalyse qui a été comme fondée là-dessus, sur ce scandale. C'est-à-dire que le savoir, il n'est pas du côté du malade, il n'est pas... Pardon. Forcément. C'est normal. Hein. Oh, le lapsus de dingue, bon. Ouh, justement, pas de dingue. Les tomates, oui. Oh, je suis désolé. Bon, il n'est pas du côté du médecin, mais il est du côté du malade. Mais c'est pas facile. Allez, une dernière question, elle est arrivée en SMS.
le travail en AEMO peut amener à passer du rôle de sauveur à celui de bourreau. Comment accompagner le professionnel dans ce changement de place? C'est-à-dire, en fait, que, si j'ai bien compris, on peut être à différentes places, là, dans cette question. Le professionnel de l'AEMO, parfois, il est appelé en tant que sauveur, puis il vient persécuter, par exemple, la famille dans son intervention, parce qu'il interroge le système familial, il intervient, il pose des questions qu'il ne faudrait pas poser, il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, il fouine. Il dit des choses que les autres n'ont pas envie d'entendre. Ah oui. Je crois que là aussi, je pense que ça serait aussi intéressant quand je parle de cette question de l'analyse des conditions et de comment on peut penser la question des droits et des besoins des enfants, comment on peut le penser avec la famille pour ne pas être dans cette situation. Et probablement que l'on peut identifier avec eux cette position-là, parce qu'eux-mêmes la vivent. Soit parce que l'enfant les persécute, soit parce que l'école les persécute. Vous voyez, donc en fait, on peut aussi parler, peut-être, c'est une proposition, mais on peut aussi parler de comment les choses circulent comme ça dans les différentes places pour se mettre au travail sur maintenant quelles sont les conditions sur lesquelles on doit travailler, qui sont parfois des conditions très éloignées du champ éducatif. Parfois, c'est les questions de logement, des questions qui n'ont peut-être rien à voir tout de suite, pour pouvoir y répondre. Merci. Merci à vous. Évidemment, on aurait plaisir à poursuivre. Alors, Pavot nous propose le morcellement, comment ça marche? De l'importance de l'occultation du champ périphérique. C'est Prévert qui disait « C'est dans le miroir de l'autre que parfois on se reconnaît ». Pas mal, hein? Merci.